Je m'appelle Roxane Moreau, et j'ai 31 ans. J'aimerais pouvoir dire que je ne l'ai pas vu venir, qu'il y a eu un rebondissement soudain, une cruauté inattendue qui m'a prise au dépourvu ce soir-là. Mais la vérité, c'est que les signes étaient là depuis des années. Je n'arrêtais pas de me convaincre de les interpréter différemment. L'invitation est arrivée un mardi après-midi, pas directement de mes parents, ni même de ma petite sœur. Elle est arrivée sous la forme d'un courriel transféré. Objet inchangé. Corps du message intact. Mon nom nulle part dans la salutation. Juste la logistique, date. Heure. Adresse. Dîner du 31e anniversaire. Pas de « on espère que tu pourras venir ». Pas de « on aimerait beaucoup te voir ». Rien qui suggérait que j'étais réellement désiré. L'année dernière, ils ont célébré sans moi. Pas parce que j'étais occupé. Pas parce qu'il y avait eu un malentendu. Ils m'ont complètement exclu. Je l'ai découvert des semaines plus tard, quand j'ai finalement appelé ma mère pour lui demander pourquoi personne n'avait mentionné la fête. Il y a eu une longue pause au bout du fil, suivie d'un soupir las, comme si c'était moi qui la dérangeais. Nous voulions juste la paix ce soir-là, a-t-elle dit. La paix ? Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, elle a hésité, puis a admis qu'il pensait que ma présence changerait l'atmosphère. Comme si je portais la tension avec moi où que j'aille, comme si je n'étais pas leur fille mais une variable qu'ils devaient retirer pour que les choses soient confortables. Cette conversation m'est restée en tête pendant des mois. Je ne suis pas rentré pour la Toussaint. J'ai sauté Noël. Personne n'a appelé pour demander pourquoi. Personne n'a pris de mes nouvelles. Finalement, le silence a commencé à paraître intentionnel. Alors, quand l'invitation transférée est arrivée cette année, je l'ai fixée plus longtemps que je n'aurais dû. Je me suis dit, peut-être qu'ils se sont adoucis. Peut-être qu'assez de temps a passé. Peut-être que c'était leur façon de tendre la main sans avoir à dire pardon. Je voulais y croire. J'ai passé des semaines à me préparer. J'ai tout analysé à l'excès, quoi porter, à quelle heure arriver, quelle quantité de maquillage était trop, si arriver en avance semblerait empressé ou respectueux. J'ai répété des sourires neutres dans le miroir, je me suis entraîné à dire « Joyeux anniversaire » sans avoir l'air de demander quelque chose en retour. J'ai acheté un cadeau qui coûtait un peu moins de 900 € pas ostentatoire, réfléchi, personnalisé des choses que je savais qu'ils aimaient, des choses qui disaient « Je fais attention. Vous comptez pour moi ». Je me suis dit que je n'achetais pas de l'affection. J'essayais juste de montrer de la bonne volonté, un effort, la preuve que je tenais encore à eux, même si je n'étais pas sûr que ce soit réciproque. Je suis arrivé une heure en avance et je me suis garé au bout de la rue, comme une invitée qui ne voulait pas déranger. Assise dans la voiture, j'ai observé la maison de loin, les lumières allumées, les rideaux ouverts. Je pouvais déjà entendre une musique faible à travers les fenêtres ouvertes. Mes mains reposaient sur le volant tandis que je prenais de lentes respirations, me rappelant de ne pas m'attendre à de la chaleur, juste à de la civilité, juste à une courtoisie élémentaire. Quand je suis finalement entré, la maison sentait les légumes rôtis et le pain frais. La table de la salle à manger était à moitié mise, les verres soigneusement alignés, les chaises tirées juste assez pour suggérer que des invités arrivaient. Quelques invités arrivés en avance déambulaient avec des verres, discutant tranquillement. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère se tenait au comptoir, coupant des légumes, concentrée, précise, comme tout dans sa vie. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, ne s'est pas arrêtée, ne m'a pas adressé un regard, alors que je me tenais là avec un sac cadeau dans les mains. « Tu n'aurais pas dû venir », dit-elle. Simplement. Mon père se tenait à quelques mètres de là, portant son vieux tablier, appuyé contre le comptoir comme s'il regardait une scène qu'il trouvait légèrement divertissante. Il a gloussé. Personne ne s'est ennuyé de toi l'année dernière non plus. Ils n'ont même pas essayé d'adoucir les choses. J'ai senti quelque chose de froid me traverser la poitrine. J'ai posé doucement le sac cadeau sur le comptoir et j'ai dit « Joyeux anniversaire ». Pas de merci. Pas de contact visuel. Aucune réaction. Le silence s'est étiré, épais et délibéré. J'ai attendu quelque chose. N'importe quoi qui pourrait signaler que ce n'était pas exactement ce que je ressentais. Ce n'est pas venu. Alors, je me suis retourné et je suis sorti. Dans la salle à manger, quelques invités ont levé les yeux, confus. Quelqu'un a demandé si je partais déjà. Une autre personne s'est contentée de me fixer. Mon oncle a jeté un regard vers la cuisine, puis de nouveau vers moi,
son expression se durcissant comme s'il savait que quelque chose n'allait pas mais ne voulait pas être celui qui poserait la question. Mes parents sont restés où ils étaient. Ils ne m'ont pas suivi, n'ont pas expliqué, n'ont même pas fait semblant de s'en soucier. Je suis sorti, la porte se refermant doucement derrière moi, et je suis retourné à ma voiture. Une fois à l'intérieur, je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Je suis resté assise, les mains sur le volant, regardant droit devant moi, sans pleurer, sans trembler, juste en train de penser. Pas à quel point j'étais embarrassé, car d'une manière ou d'une autre, ce n'était même pas le pire. Ce qui faisait plus mal, c'était la clarté, la compréhension soudaine et indéniable de la quantité de temps, d'énergie et d'argent que j'avais investi dans des gens qui me considéraient, au mieux, comme optionnel. J'ai déverrouillé mon téléphone. La première chose que j'ai faite a été d'annuler le bouquet qui devait arriver le lendemain matin. Des lys blancs et des orchidées bleues dans un vase en cristal, plus de 180 €. Je les avais imaginés souriant à son arrivée, imaginé que cela adoucirait quelque chose entre nous. Le courriel de confirmation est arrivé presque immédiatement. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Le compte joint qu'ils utilisaient depuis près de 2 ans était toujours là. Il n'avait jamais été censé être permanent, juste quelque chose pour les aider à traverser une période difficile. D'une manière ou d'une autre, il s'est transformé en une bouée de sauvetage. 2500 € par mois. Factures, courses, services de streaming, même le loyer de ma sœur à Marseille. Ils n'ont jamais dit merci une seule fois. En quelques clics, je leur ai retiré l'accès. Un instant plus tard, les confirmations sont arrivées. Annulation fleuriste confirmée. Accès au compte joint supprimé. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. La conversation de groupe familial a explosé. Pourquoi ferais-tu ça? Tu es sérieuse, là? Tu viens de mettre tes parents dans l'embarras devant tout le monde. Et puis celui qui m'a fait éclater de rire dans le silence de ma voiture, quel genre de fille fait ça le jour de l'anniversaire de ses parents? J'ai tapé une seule phrase, vous avez dit que vous seriez mieux sans moi. Maintenant, vous allez pouvoir le prouver. J'ai éteint mon téléphone, démarré la voiture et je me suis éloigné du trottoir sans regarder en arrière. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti coupable de me choisir. Je pensais que ce serait la fin. Vraiment. J'imaginais quelques jours de silence, peut-être une semaine. J'imaginais mes parents ruminant leur propre indignation, pensant leur plaie comme ils le faisaient toujours quand quelque chose n'allait pas dans leur sens. Je supposais qu'ils se regrouperaient, réécriraient l'histoire dans leur tête et continueraient sans moi, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la vitesse à laquelle tout allait s'effondrer. Le temps que j'arrive dans mon allée et que j'entre dans mon appartement, mon téléphone s'illuminait déjà de nouveau. Je ne l'avais pas encore rallumé, mais l'écran brillait à travers mon sac comme un avertissement. Quand je l'ai finalement vérifié, il y avait 6 appels manqués et 2 messages vocaux, tous de mes parents. Je ne les ai pas écoutés. J'ai posé mon téléphone sur la table basse, je me suis enfoncé dans le canapé et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. Pour une fois, personne ne parlait plus fort que moi. Personne ne corrigeait mon ton ou ne me disait que j'étais dramatique. Personne ne réécrivait mes sentiments en temps réel. J'ai senti quelque chose d'inconnu se détendre dans ma poitrine. Le soulagement. Ça n'a pas duré. À 20h13, un texto de ma petite sœur, Chloé, est arrivé. Et, que s'est-il passé ce soir? J'ai fixé l'écran, mon pouce en suspens. Avant que je puisse répondre, un autre message a suivi. Le paiement de mon loyer n'est pas passé. Je pensais que papa s'en occupait. Voilà, le mensonge s'effondrait en temps réel. Chloé n'en avait aucune idée. Elle n'avait jamais su que l'argent venait de moi. Je m'en étais assuré. 1 an et demi plus tôt, elle m'avait appelé en sanglotant après que notre mère lui avait dit qu'elle devait se débrouiller seule. Je me souviens d'être assise sur mon lit, à l'écouter s'excuser d'avoir besoin d'aide, à entendre la panique dans sa voix. Je suis intervenu discrètement. J'ai appelé son propriétaire, j'ai payé 3 mois à l'avance. Puis j'ai lié son loyer au même compte joint auquel j'avais donné accès à nos parents. Ils l'ont laissé croire que c'était eux qui l'aidaient. Ils l'ont laissé les remercier. Ils l'ont laissé se sentir en sécurité parce que cela les faisait paraître généreux. Maintenant, cette illusion avait disparu. Je n'ai pas répondu à Chloé tout de suite. Je ne savais pas comment expliquer quelque chose que j'avais tout fait pour cacher. Je ne voulais pas qu'elle soit prise entre deux feux.
Mais elle l'était déjà. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai écouté le message vocal. C'était mon père. Sa voix était différente, plus basse, contrôlée, comme elle le devenait quand il pensait être raisonnable. Très bien, dit-il. Tu as fait passer ton message, mais il ne s'agit pas seulement de nous. Tu as blessé ta sœur. Tu as mis toute la famille dans l'embarras. Il a fait une pause, comme s'il attendait que je sois d'accord. Tu penses que nous couper les vivres est une sorte de victoire? N'oublie pas qui t'a tout donné. Cette phrase est restée. Qui t'a tout donné? Comme si je n'avais pas couvert leurs factures depuis près de 2 ans. Comme si je n'étais pas intervenu chaque fois qu'ils étaient à court, en prétendant que c'était temporaire. Comme s'ils ne s'étaient pas attribué le mérite de mon aide tout en me traitant comme un inconvénient. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de quelqu'un qui frappait à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Chloé, les cheveux tirés en arrière, des cernes sous les yeux. Elle avait l'air d'avoir conduit toute la nuit. J'ai ouvert la porte et elle est entrée sans attendre d'y être invitée. J'ai conduit 3 heures, dit-elle, sans s'asseoir. Personne ne voulait rien me dire. J'ai hoché la tête. Je m'en doutais. Tu as annulé le paiement du loyer? Sa voix s'est légèrement brisée. Je leur ai coupé l'accès, dis-je prudemment. Pas à toi. Elle a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Alors, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du compte joint, des virements mensuels, des factures, de la façon dont je ne voulais pas qu'elle se sente redevable envers moi. Je lui ai dit que je n'avais jamais corrigé ses messages de remerciement à maman parce que je pensais que cela lui épargnait la culpabilité. Elle s'est lentement affalée sur la chaise, comme si ses jambes avaient finalement lâché. Alors, toutes ces fois où j'ai remercié maman, a-t-elle murmuré. Je les ai vues, dis-je, dans la conversation de groupe. Son visage est devenu pâle. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de tout cela s'installant entre nous. Puis j'ai dit, je continuerai à t'aider directement. Je ne te coupe pas les vivres. J'en ai juste fini d'être la bonne fille pour des gens qui ne m'apprécient que lorsque je suis utile. Elle a dégluti. Ils vont s'en prendre à toi pour ça. Je sais, dis-je. Et ils l'ont fait. Le reste de la journée s'est transformé en tempête. Ma mère a envoyé un long message sur le sacrifice et la loyauté familiale. Mon père en a envoyé un sur la trahison et les liens du sang. Une tante est intervenue pour parler de respect. Un cousin m'a averti de ne pas couper les ponts. Même Marc, mon petit ami, m'a envoyé un texto doux, s'il te plaît, ne laisse pas ça te détruire. Ce soir-là, le téléphone de Chloé a sonné. Elle a répondu en haut-parleur sans se rendre compte que j'étais assez proche pour entendre. La voix de ma mère est sortie, douce et prudente. Nous sommes désolés, dit-elle. Dis à Roxane de passer demain. Nous voulons juste parler. Chloé m'a regardé, incertaine. Je pouvais voir la partie d'elle qui voulait encore les croire. La partie qui espérait que c'était réel. J'ai hoché la tête lentement. Dis-leur que je viendrai, dis-je. Non pas parce que je croyais à leurs excuses, mais parce que je savais que ce n'en serait pas. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon esprit était enfin assez calme pour rejouer les choses clairement. Des moments que j'avais ignorés auparavant ont commencé à s'aligner différemment. Des conversations qui semblaient autrefois confuses prenaient soudain tout leur sens. Le schéma était là. Je n'avais simplement pas voulu le nommer. Chloé m'a appelé tôt le lendemain matin. Ils ont dit qu'ils voulaient arranger les choses, dit-elle d'une voix prudente. Ils ont l'air plus calmes. Voyons ce que cela signifie pour eux, ai-je répondu. Je suis passé en voiture juste après midi. La maison semblait la même de l'extérieur, mais je l'ai sentie différente dès que je suis entré dans l'allée. Trop calme, pas d'invités, pas de musique. Les voitures étaient parties, mais la tension pesait lourdement dans l'air, comme si elles m'attendaient. Chloé a ouvert la porte avant que je ne frappe. Ils sont dans le salon, dit-elle en se tordant les doigts. Ils ont répété. Cela seul me disait tout. À l'intérieur, rien n'avait changé. Même canapé, même table basse, même photo de famille soigneusement arrangée sur les murs. Des moments figés dans le temps, tout en sourire et en étapes importantes, aucun ne montrant ce qui venait après le déclic de l'appareil photo. Mes parents étaient assis côte à côte,
raides comme des acteurs attendant leur signal. Mon père a souri le premier, ce sourire contrôlé et étudié qu'il utilisait quand il voulait paraître raisonnable. Ma mère fixait la table basse, les mains jointes, les lèvres serrées. Je me suis assise en face d'eux et je n'ai rien dit. Maman a parlé la première. Nous avons eu le temps de réfléchir, dit-elle lentement. Et peut-être que nous n'avons pas géré les choses aussi gentiment que nous aurions dû. C'était tout. C'étaient les excuses. Mon père a immédiatement repris le fil. Tu as toujours été émotive, Roxane, dit-il, comme si c'était un fait connu de tous. Mais il y a de meilleures façons de gérer les conflits que de tout faire exploser. J'ai attendu. Il a continué, partir comme ça, nous couper les vivres financièrement. Tu nous as mis dans l'embarras devant tout le monde. Voilà. Pas, nous t'avons blessé, pas, nous t'avons repoussé, juste la honte de l'apparence. Maman s'est agitée sur son siège. Annuler le compte ne nous a pas seulement affectés, dit-elle. Chloé a besoin de cet argent pour son loyer. À ce moment-là, Chloé est entrée dans la pièce. Ses yeux étaient rouges, son visage marbré. Elle s'est assise à côté de maman et m'a jeté un regard nerveux. Je ne veux juste pas que ça brise tout, dit-elle. J'ai déjà l'impression que c'est le cas. Je me suis tourné vers elle doucement. Tu ne devrais pas être là pour ça. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Ça ne te concerne pas, dis-je. Je t'ai dit que je m'occuperais de ton loyer. Tu n'as pas apporté leur fardeau. Elle a regardé entre nous, confuse, prise au piège. Je pouvais voir l'attraction. Les années de conditionnement lui disant que c'était son travail d'arrondir les angles. Mon père s'est penché en avant. Tu te crois au-dessus de cette famille maintenant? Je l'ai regardé dans les yeux. Non, je pense que je la vois enfin clairement. Tu ne serais pas là où tu es sans nous, a-t-il lancé. Tu nous dois tout. J'ai ri doucement. Je suis arrivé ici en faisant le contraire de ce que vous m'avez appris. Il s'est levé. Et ne pousse pas le bouchon. Tu crois que l'argent te donne du pouvoir, a-t-il continué. Nous pouvons passer des appels. Ne pense pas que ton travail est intouchable. Je me suis levé aussi. J'ai travaillé trop dur pour être menacé par deux personnes qui ne se sentent puissantes que lorsque quelqu'un dépend d'elles. Ma mère a tressailli, puis a attaqué. Tu te crois meilleur que nous? Non, dis-je. Je pense que vous avez élevé un compte en banque, et maintenant il est fermé. La pièce est devenue silencieuse. Chloé s'est rapprochée de moi sans s'en rendre compte. C'était le premier signe. Le premier moment où j'ai su que quelque chose avait changé pour elle. Je suis parti sans claquer la porte. Plus tard dans la nuit, Chloé m'a envoyé un texto. Tu avais raison. Je ne le voyais pas avant. Elle m'a dit qu'elle avait dit à nos parents que je paierais son loyer directement, qu'elle n'allait plus les laisser parler pour elle, qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Ce message m'est resté. Il n'a pas mis fin aux choses. Il les a intensifiées. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal de mon oncle me traitant de cruel, me disant de réparer ça avant qu'il ne soit trop tard. J'ai bloqué son numéro. Puis la lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom tapé proprement sur l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre de 2 pages de mon père menaçant d'intenter une action en justice pour récupérer les contributions familiales, tout ce que j'avais payé, tout ce dont ils avaient bénéficié. Je l'ai envoyé à un ami avocat. Il m'a appelé 10 minutes plus tard. C'est absurde, dit-il. Calculé. Ils essaient de te provoquer. Je n'ai pas répondu. L'après-midi même, Chloé a de nouveau texté. Il raconte aux gens que tu as volé la famille, que tu as vidé leur retraite. Ils n'en ont même jamais eu. L'histoire changeait vite. Ce soir-là, Chloé est arrivée avec notre cousin, Lucas. Il portait un dossier épais de captures d'écran, de courriels et de notes. J'ai entendu ta mère parler aux invités après la fête, dit-il. Elle déformait tout. Je ne savais pas quoi faire de ça, mais je me suis dit que ça pourrait être utile. Cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Une publication Facebook. Ma mère souriante, demandant des prières, parlant de trahison, d'une fille qui s'était retournée contre sa famille. Les commentaires ont afflué. Sympathie, soutien, indignation en sa faveur. Je l'ai fixé un long moment. Puis j'ai commenté, devrais-je poster les preuves ici ou les livrer en personne?
5 minutes plus tard, la publication avait disparu. La conversation de groupe familial est devenue silencieuse. Lucas m'a texté, eh bien, ça les a fait taire. Mais je savais mieux. Ils avaient perdu l'argent. Ils n'avaient pas perdu le besoin de contrôle, et maintenant ils savaient que je ne reviendrais pas. Le silence qui a suivi n'était pas la paix. Il ressemblait plutôt à la pause que l'on entend juste avant que quelque chose ne tombe. Trop calme, trop délibéré. Je ne lui faisais pas confiance. Et l'expérience m'avait appris à ne pas le faire. 3 jours se sont écoulés sans un mot. Pas de texto, pas de messages vocaux, pas de messages critiques par l'intermédiaire de parents. J'ai presque commencé à croire qu'ils en avaient enfin fini. Puis, le mardi matin, je me suis réveillé avec un message vocal d'un numéro bloqué. J'ai reconnu la voix de ma mère instantanément. Elle pleurait, ou du moins en donnait une version convaincante. Ses respirations se saccadaient entre les mots, son ton était faible et brisé d'une manière que j'avais rarement entendue en grandissant. « Tu as gagné, dit-elle. Nous avions tort. S'il te plaît, passe ce soir. Juste pour parler. Sans reproche. Nous voulons juste passer à autre chose. » C'était la première fois qu'elle disait « Nous avions tort ». Je suis resté assise sur le bord de mon lit pendant un long moment après l'avoir écoutée. Une partie de moi voulait la croire, la partie qui avait survécu à l'enfance, en espérant, en pardonnant trop vite, en me convainquant que si je restais assez calme, assez gentille, assez silencieuse, les choses s'amélioreraient. J'ai appelé Chloé. Elle non plus ne faisait pas confiance, mais elle a proposé de venir avec moi. « S'ils essaient quoi que ce soit, dit-elle, je ne veux pas que tu sois seule. » La maison semblait la même quand nous sommes arrivés ce soir-là. Même allée, même lumière de porche, même porte qui m'avait vu partir tant de fois sans être arrêtée. À l'intérieur, le salon était agencé différemment. Pas de posture raide cette fois. Pas d'expression répétée. Ma mère s'est levée dès que nous sommes entrés. Mon père est resté assis, observant attentivement. « Nous sommes fatigués, dit ma mère. Nous ne voulons plus de ça. » « Fatigué de vous battre, ai-je demandé calmement. Elle a hésité. « Fatigué de la haine, a-t-elle corrigé. Ou fatigué que l'argent soit parti ?» Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons pensé à des solutions. C'était le mot qui comptait. Solution. Et si, dit-il lentement, on te faisait copropriétaire de la maison? J'ai failli rire. Ce n'était pas une offre. C'était une laisse. Une façon de me rattacher avec de la paperasse au lieu de la culpabilité. Quelque chose qu'il pourrait pointer du doigt plus tard et dire, vous voyez, nous l'avons incluse. Elle nous est redevable maintenant. Chloé s'est avancée avant que je puisse répondre. Ce n'est pas ce dont elle a besoin. La mâchoire de mon père s'est crispée. Si elle dit non, c'est juste qu'elle veut continuer à jouer la victime. Voilà. Le masque est tombé net. Je ne prends pas votre maison, dis-je d'un ton égal. Je ne prends pas votre culpabilité, vos conditions, ou votre version des excuses. Le visage de ma mère s'est durci. C'est tout, alors? C'était votre dernière chance, ai-je répondu. Je me suis tourné vers Chloé. Je continuerai à t'aider directement, mais plus jamais par leur intermédiaire. Elle a hoché la tête, sa voix ferme. Je sais que c'est à ce moment-là qu'elle a fait son choix. Une semaine plus tard, Chloé a changé son adresse postale. Une autre semaine après, elle a déménagé dans un appartement plus petit, plus près de son travail. Je l'ai aidée à monter des cartons sur 3 étages, toutes deux en sueur et riant de cette manière épuisée qui vient lorsqu'on fait quelque chose de difficile mais de juste. J'ai commencé à lui virer 800 € par mois. Pas d'intermédiaire, pas d'histoire, juste du soutien. Un soir, elle m'a envoyé un message vocal que j'ai écouté 3 fois. « Tu es la seule en qui je puisse avoir confiance, dit-elle doucement. Tu ne m'as jamais utilisé. Tu as dit la vérité, et tu n'as jamais cessé d'aider. C'est toi, ma famille. » Cela a brisé quelque chose en moi. Mes parents ont essayé encore quelques fois. Des courriels, des messages empreints de culpabilité, même un signalement pour fraude qui n'a mené nulle part. Rien n'a fonctionné. Finalement, ils ont arrêté. Cela fait 4 mois que je n'ai pas mis les pieds dans cette maison. Le silence me paraissait autrefois suspect, comme si quelque chose se tramait derrière. Maintenant, il a le goût de la liberté.
Je dors mieux. Je ne sursaute pas quand mon téléphone vibre. Le compte joint reste intact, une relique d'une vie que je ne vis plus. Les gens chuchotent encore. Une ancienne connaissance m'a envoyé un message une fois pour me dire que mes parents racontaient que j'avais disparu sans prévenir, que j'étais instable. J'ai sauvegardé la capture d'écran et je n'ai pas répondu. Les gens comme eux n'arrêtent jamais de réécrire l'histoire, même quand personne n'écoute. Je prévois de déménager dans une autre région, assez loin pour que les rencontres fortuites ne soient pas possibles. Je ne l'ai encore dit à personne, pas même à Chloé, mais je le ferai. Car la dernière étape n'est pas seulement de fermer la porte. C'est de s'éloigner suffisamment pour ne plus entendre les coups.